Merci Monsieur le Président pour votre accueil, merci la Seine-Maritime et merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Donc voici Mathieu, il a 22 ans, il est étudiant à Londres en économie et en sciences politiques. Il adore l'aventure, il aime quand je cuisine et le fait exceptionnel c'est qu'il a gardé une moustache toute l'année. Et voilà, Nicolas, il a 22 ans également, il est en école d'ingénieur à Paris. Et il adore cuisiner, il aime rigoler avec les locaux et il adore aussi quand je prends des photos. Et son fait exceptionnel à lui, c'est qu'il n'a pas trouvé des chaussures dans lesquelles il était à l'aise, mais surtout des chaussures dans lesquelles il n'y avait pas d'odeur. Et voici le plus important, la 4L. On n'a jamais réussi à lui donner un nom, donc ça restera la 4L. Donc Nicolas et moi, vous l'avez précisé, Monsieur Roulier, on est deux amis d'enfance, on se connaît depuis un peu plus de 12 ans, on s'est rencontrés à l'école Saint-Exupéry à Mont-Saint-Aignan. Et on a par le passé monté des projets ensemble. Les premiers c'était de construire des cabanes dans nos jardins quand on était jeunes. Ensuite on a installé des panneaux solaires au Népal, dans un village qui n'avait pas accès à l'électricité dans le cadre d'un projet scout avec deux autres amis qui sont dans la salle et qu'on salue. Et enfin, donc ces expériences nous ont menés doucement mais sûrement vers le projet qui nous réunit tous ici cet après-midi, Microcrédit en 4L. Alors Microcrédit en 4L, c'est quoi? C'est faire le tour du monde, comme ça, en 4L, pour promouvoir l'entrepreneuriat par le microcrédit. Donc on a toujours parlé de tour du monde avec Mathieu quand on était petit, et finalement voilà, on a fait un tour du monde en 4L. On est devant vous pour vous le raconter, on a encore du mal à y croire. On a du mal à y croire, c'est vrai, on avait imaginé cette rencontre 1000 fois, et ça y est, on y est. Donc alors, faire le tour du monde en 4L, Nicolas, c'est bien. Mais alors ce qu'on voulait, c'était donner du sens à notre projet, que ce soit un projet qui soit professionnalisant et qui soit utile pour les autres. Alors pour ce faire, on a récolté des fonds via des donateurs particuliers dont la générosité nous a extrêmement touchés, mais aussi par l'intermédiaire d'institutions publiques, de fondations ou d'entreprises privées. Ces fonds ont transité donc par notre association Microcrédit en 4L et ont été reversés à deux organisations de microcrédit françaises, Babyloan et Entrepreneurs du Monde. Et ça c'est très important puisque ce partenariat il était essentiel puisque Babyloan et Entrepreneurs du Monde qui sont des experts de la microfinance, ils nous ont mis en relation et en contact direct avec des institutions de microfinance basées sur notre route. Donc vous le voyez sur cette carte, on a commencé à rencontrer on a commencé par rencontrer des micro-entrepreneurs en Inde, puis on en a rencontré d'autres en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et enfin on a terminé nos rencontres en Afrique, au Sénégal et au Maroc. Donc je le disais, c'est un partenariat essentiel pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les institutions de microfinance, c'est pas nous qui les avons sélectionnées, c'était Babyloan et Entrepreneurs du Monde qui travaillaient déjà avec elles, et ces institutions de microfinance, on va dire IMF, travaillaient d'une manière sociale et pratiquaient un microcrédit solidaire. Et enfin, les transferts financiers passaient uniquement par eux. Donc nous, on n'avait pas d'argent dans la 4L, on ne distribuait pas de l'argent par les fenêtres, et nous, ça nous allait très bien. La seule chose que nous, on faisait, c'est qu'on sélectionnait les micro-entrepreneurs qu'on souhaitait soutenir. Absolument. Donc on est parti pour promouvoir le microcrédit. Donc l'association a été créée 2 ans avant le départ, donc il y a maintenant 3 ans, et réellement 1 an avant, on s'est lancé dans la préparation. On estimait nos frais de voyage à 25 000 €, du coup on a trouvé logique de reverser la même somme pour le microcrédit. On est totalement novice donc dans le démarchage, dans la recherche de fonds, enfin on était novice, et du coup on avançait à tâtons et c'était vraiment pas facile. On a eu quelques moments de doute, mais on a réuni le budget total et on a réussi à signer on a d'abord affiné nos techniques d'approche des entreprises et parce qu'au bout du 50e mail de refus on a bien vu que ça fonctionnait pas et on a signé des partenariats intéressants, des partenariats financiers, des partenariats médiatiques comme ici et des partenariats moraux et matériels. Du coup voilà, il y a 1 an, on avait le projet qui était sur le papier et sur notre compte bancaire, il restait qu'une seule chose à faire, le réaliser, prendre la route. Donc là, on pourrait vous parler comme ça toute la nuit, mais on ne va pas vous retenir, du coup, on va trop longtemps. Du coup, on va vous raconter juste quelques anecdotes qui se sont passées durant cette année. Donc tout a commencé le 1er septembre 2013, il y a donc un peu plus d'1 an, et on était tellement fatigués après un mois d'août de préparation intense, un dernier week-end intense avec les amis, et voilà, donc je suis fatigué aussi. Et donc on était tellement fatigués que je me souviens avec Nicolas, on a regardé nos proches et nos amis dans les rétroviseurs de la 4L
et on est arrivé au bout de la rue sans même savoir comment aller à notre première étape, comment aller à Reims. Et je me souviens, on était avec Nicolas, on s'est regardé, on va à droite, on va à gauche. On savait même pas. Donc on s'est engagé, on était à la Mont-Saint-Aignan, on était à Diorel, à Bois-Guillaume, on a pris des tunnels, des bretelles d'autoroute, on a fait demi-tour, et au bout d'une heure, on était encore à 200 mètres de notre ligne de départ, avec une seule peur, croiser nos parents ou des gens qu'on connaissait. Et rassurez-vous, on n'est pas resté, on n'a pas tourné une année dans la banlieue rouennaise. Ça nous mène ça tranquillement à Sarajevo, en Bosnie. Donc c'est une ville superbe, qui est un carrefour entre l'Occident et l'Orient. On a vraiment adoré. Mais à Sarajevo, un voleur attentionné nous a volé de l'essence dans un jerrycan. Et je dis attentionné parce qu'il a juste ouvert la galerie, un peu cassée, il a pris le jerrycan, il a vidé l'essence, il l'a replacé à sa place. Donc merci à lui. Puis notre route nous a menés en Iran. L'Iran, donc c'est le pays après la Turquie. Et l'Iran, c'est un pays de paradoxe, c'est un pays qui souffre de son image de pays dangereux à cause de son gouvernement, mais qui se révèle être en fait un pays extraordinaire pour voyager. On a pu y voir des mosquées magnifiques qui sont fabriquées avec des petites mosaïques colorées, et c'était superbe. Là, on est dans une mosquée à Ispahan. Et voilà, donc c'était vraiment des monuments superbes, et l'hospitalité des Iraniens et leur accueil reste alors inégalé. Ça, les Iraniens sont vraiment super gentils, et même l'hospitalité est poussée à son paroxysme. Un soir, comme souvent, on arrive dans un champ et on demande à un paysan si on peut planter notre tente dans son jardin, enfin dans son champ. Et donc on mime parce qu'on ne parle pas la même langue, donc Mathieu mime très bien les tentes. Et du coup on lui demande est-ce qu'on peut planter la tente, on se fait comprendre, et il nous répond non, non, par contre il faut que tu viennes manger chez moi et dormir chez moi. On dit ok, on vient, et de fil en aiguille on se retrouve chez son cousin à prendre le thé et à manger aussi. Et là on a assisté à une bagarre familiale qui allait pouvoir nous héberger. Donc c'était assez étonnant et improbable. Du coup on s'est fait tout petit, on a attendu que l'orage passe et on allait dormir chez notre ami paysan finalement. Dubaï. Donc avec les conseils glanés sur la route et surtout les conseils des Iraniens, on a décidé de ne pas traverser le Pakistan, qui est le pays entre l'Iran et l'Inde, pour des raisons de sécurité. Et donc on s'est dérouté par les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est juste en dessous de l'Iran, et on peut y aller par ferry. Donc on a pris un ferry de nuit, c'est assez folklorique d'ailleurs. Et on est arrivé à Dubaï. Et de Dubaï, on a mis la voiture dans un container, et le container est allé sur un cargo, direction la côte ouest de l'Inde à Bombay. Et nous, on a dû prendre l'avion. Donc c'est la première fois qu'on a envoyé la voiture. Tout ça pour dire qu'on était à Dubaï, et que Dubaï, on aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que c'est une ville qui a été construite dans un désert aride, une ville très moderne, et dans laquelle il n'y a pas de trottoir. Donc à Dubaï, on ne peut pas marcher sur les trottoirs. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre sa voiture pour aller dans un centre commercial dans lequel on peut faire du ski. Et donc là, cette photo, je l'aime bien, elle est amusante. On voit Nicolas qui est en short et en tongs devant une ville dans laquelle il fait moins 10 degrés et dans laquelle on peut faire du ski. Il y a même des remontées mécaniques et des pingouins. Donc c'est très étonnant, mais ça illustre bien la folie de Dubaï. Donc, comme disait Mathieu, on est arrivé à Bombay en Inde. On a récupéré la voiture, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Inde, la route, c'est folklorique, voire même carrément dangereux. C'est-à-dire que tu peux être sur l'autoroute et avoir un camion qui arrive à contresens, qui fait des appels de phare, et pense pas que c'est toi qui as la priorité. Ce qui est important en Inde, c'est pas les freins, c'est le klaxon. Voilà, le klaxon, c'est vraiment ça qui est vraiment important en Inde. Donc, du coup, on a aussi traversé forcément des endroits qui ne sont pas touristiques, c'est l'avantage de voyager en voiture. Et dans ce cas-là, on devenait vraiment l'attraction de la petite ville ou du village. Il nous est même arrivé de déjeuner un jour avec 70 Indiens qui nous regardaient, qui nous fixaient, mais qui ne nous parlaient pas ou ne nous souriaient pas. C'est la curiosité indienne, c'est un peu oppressant, mais on s'y fait au fur et à mesure. Et croiser un dromadaire sur la route, c'est tout à fait normal. C'est vrai. Et donc on est au bout de à ce moment-là, on avait fait déjà 13 000 km, et au bout de 13 000 km, on a eu ce que vous attendiez tous. Vous n'allez pas nous le cacher. On a eu notre première panne. On a eu notre première panne. Donc voilà, c'était la première panne de notre voyage, même si notre 4L était très bien préparée, elle n'a pas résisté à la rigueur des pistes indiennes. Et c'est amusant cette anecdote parce qu'avant le voyage, on nous posait systématiquement la question, que ce soit à Nicolas ou à moi, quand on n'était pas ensemble, on nous posait systématiquement la maison, alors est-ce que vous êtes fort en mécanique pour entreprendre un tour du monde? Et nous, avec le sérieux, très sérieusement, on répondait toujours, non, moi j'y connais rien, mais mon pote qui est là-bas un peu, lui est très très fort. Et comme ça, on passait pas pour des amateurs et tout se passait très bien. Et voilà, on est toujours des amateurs parce que là, on s'est fait réparer la suspension qui était cassée.
Et donc ça nous a pris une petite heure, une facture de 4 € et 2 thés, et puis on était de retour sur la route. Et à ce moment-là, on n'imaginait pas que cette panne allait nous suivre jusqu'en France. Si vous avez remarqué, la 4L, elle penche un peu à droite. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir faire changer tout le train arrière très bientôt. Donc là, pardon, on était au Népal, donc ici. Donc quelques kilomètres plus tard, même une centaine de kilomètres, on est redescendu de l'Himalaya. Et juste au nord de Calcutta, la même pièce, mais de l'autre côté, a cassé aussi. Du coup, là, on s'est posé dans un vrai garage. On montre le problème au monsieur, au garagiste. On lui dit, est-ce que vous pouvez réparer? Il dit, oui, pas de problème, yes sir, ce sera prêt dans 2 heures. Il était midi, on a dormi là-bas. D'accord. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé longtemps et très fort. On est reparti donc le lendemain avec des soudures vraiment très solides et belles. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait quelques trucs qui clochaient. C'est-à-dire qu'ils ont tordu la carrosserie, ils ont cassé la ligne d'échappement, cassé le tuyau d'essence, on a retrouvé une petite pièce des suspensions justement cachée sous un siège, et quand même le plus beau, ils ont oublié de rebrancher les freins arrière, et ça pour des garagistes c'est une belle performance. Les Indiens. On est assez taquin avec les Indiens, mais on a quand même passé des moments vraiment formidables dans ce pays. On a vu des monuments d'une beauté vraiment à couper le souffle. On est resté estomaqué et presque toute une journée devant le Taj Mahal à Agra. Donc c'est une des 7 merveilles du monde et on voit pourquoi. On s'est baladé dans les petits villages comme ici à Jaipur, et donc c'est vraiment un pays dans lequel on a tous les deux envie de retourner. C'est un pays qui ne ressemble à aucun autre pays dans lequel on a pu voyager. Et on en garde un très très bon souvenir, même si c'est vrai que c'était un peu difficile de voyager par la route avec son trafic absolument dément. Absolument. Et donc qui dit Inde dit nos premières rencontres de microcrédit. C'était ici à Calcutta. Donc là à Calcutta on a rencontré l'IMF, donc institution de microfinance, l'IMF STEP. Et c'est un peu l'Aston Martin des IMF. Non pas qu'ils soient riches, mais ils font vraiment un travail extraordinaire. Ils habitent dans les ils sont implantés dans les bidonvilles de Calcutta, auprès des plus pauvres, qui sont exclus du système bancaire classique. Ces personnes sont exclues du système bancaire comme on le connaît tous, parce qu'elles sont soit illettrées, trop pauvres, les sommes qu'elles demandent sont trop faibles, c'est-à-dire que les banques considèrent que ce n'est pas des personnes fiables et que ce n'est pas intéressant pour elles. Du coup, STEP leur octroie des prêts. Quand une personne désire un prêt, elle va voir STEP, qui va sur le terrain, et qui évalue son niveau de vie à l'aide d'indicateurs, qui va voir comment marche son business, et qui va comprendre un peu pourquoi elle veut un prêt. Si jamais, voilà, les bidonvilles de Calcutta, si les conditions sont remplies, le prêt est octroyé. Exactement. Et on a rencontré donc STEP. Pardon ? L'accompagnement. Oui, STEP accompagne les micro-entrepreneurs, et c'est en ça que son travail est remarquable, c'est-à-dire qu'elle dispense des formations obligatoires pour ses bénéficiaires, parce qu'il faut bien placer les choses dans leur contexte. Quand on fait un prêt par exemple de 100 € à une personne en Inde qui n'a pas l'habitude de manipuler de l'argent, il faut bien qu'elle ait conscience que ce n'est pas pour acheter une télévision. Il faut utiliser cet argent pour soit créer une activité génératrice de revenus, soit pour en développer une. Alors ils font des formations obligatoires qui prennent la forme de petites histoires ou de jeux de rôle, parce qu'elles sont adaptées à un public qui ne sait ni lire ni écrire, et elles sont très très bien faites. Absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, et même pour le microcrédit en général, la majorité des bénéficiaires sont des femmes. En effet, la pratique montre qu'elles sont beaucoup plus responsables avec l'argent, oui, qu'elles sont beaucoup plus responsables avec l'argent, et que ça ne leur viendrait pas à l'idée, par exemple, d'aller dépenser leurs prêts au bistrot du coin, pardon. Alors on sait que tous les hommes qui sont là, ils sont là pour le pot de l'amitié après. Et les formations, j'ajoute quelque chose, les formations elles touchent le domaine par exemple de la petite comptabilité ou de l'éducation des enfants, de la santé, mais aussi de l'importance par exemple de différencier capital de profit. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont abordés lors de ces formations. Et vas-y, c'est bon. C'est moi. Oui. C'est l'Inde des femmes, 80%. Je suis pas du tout. Mais c'est parce qu'on me dépasse au bon slide. Et alors en Inde, la moyenne des prêts c'est 100 €, et c'est 100 € avec un taux d'intérêt de 2% par mois. Alors 2% par mois, ça peut paraître beaucoup, mais il faut bien comprendre que ces taux d'intérêt sont utilisés uniquement pour couvrir les frais de fonctionnement des institutions de microfinance. Et ces frais de fonctionnement, ce sont des frais de déplacement qui peuvent être élevés, parce que les micro-entrepreneurs ne sont pas tout le temps dans les centres des villes ou près de l'institution de microfinance. Et c'est aussi des frais de loyer, les salaires, évidemment. Et c'est pas du tout, les taux d'intérêt ne sont pas du tout utilisés pour faire du profit. Et donc voilà, donc Calcutta c'était notre première rencontre avec une IMF, et cette première rencontre nous a enchantés. Encore une fois, on s'est retrouvé face à un pays qu'on ne pouvait pas traverser, ici la Birmanie.
Du coup, on a envoyé la 4L dans un cargo directement de Calcutta à San Francisco. Donc ça prenait du temps, et nous, on est allé en Asie du Sud-Est avec un drôle de poids sur les épaules, notre sac à dos. Donc on trouve ça bizarre, la plupart des gens voyagent comme ça, nous on trouve ça étrange quand même. Et à Phnom Penh, c'était l'occasion de rencontrer une antenne de notre partenaire, l'Agence française de développement. Et pour eux, on a fait une petite conférence sur le microcrédit et sur notre aventure, sur notre voyage. Et c'était très amusant de répondre aux questions d'un petit parterre de journalistes français et cambodgiens. C'était un exercice qui nous a bien plu et on en garde un bon souvenir. On a rencontré une nouvelle institution de microfinance et croyez-le ou non, les locaux de celle-ci étaient collés à une ferme de crocodiles. Apparemment pour les mauvais payeurs. Ça a été l'occasion pour nous de se pencher sur les problèmes que peuvent rencontrer les institutions de microfinance qui sont nombreux. Et parce que HM en a eu par le passé. Et donc ces problèmes, parmi ces problèmes, il y en a un qui est important, c'est le détournement de fonds. Et ouais, le monde de la microfinance, c'est pas un monde qui est tout rose forcément, puisque tous les transferts d'argent se font sur le terrain et en liquide, et ça mène parfois à certaines fraudes. Et il faut bien comprendre aussi que les employés des institutions de microfinance n'ont pas toujours la vocation de faire du développement. Pour certaines, travailler pour une institution de microfinance, c'est comme avoir un travail normal, et donc ça mène à quelques dérives que les IMF essayent de contrôler. L'autre, parfois c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'une chef de groupe récupère l'argent en croisant la bénéficiaire, elle mélange cet argent avec l'argent de son foyer, elle va au marché, elle dépense l'argent, voilà, l'argent est perdu. Du coup, les institutions de microfinance développent des outils pour éviter ça, avec des systèmes de cahiers où tout est noté, chaque dépense est notée, et les fonds internationaux qui prêtent de l'argent ou donnent de l'argent aux institutions de microfinance viennent souvent sur place pour faire des audits et vérifier que tout se passe bien, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué à contrôler tout ça. Ce travail, il est aussi compliqué par parfois les gouvernements qui ne sont pas forcément favorables à l'implantation des institutions de microfinance dans leur pays. C'est le cas en Birmanie et au Vietnam, où par exemple le cadre juridique qui régule l'activité n'existe pas. Il y a aussi les modèles économiques et les méthodes des institutions de microfinance qui sont spécifiques à chaque pays, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer un modèle indien à un modèle vietnamien. Il faut vraiment tenir compte de ça. Et enfin, la dernière difficulté, c'est l'isolement géographique des bénéficiaires. Souvent, les institutions de microfinance agissent dans des zones rurales très isolées, et donc les agents de crédit perdent beaucoup de temps sur le terrain à aller voir les bénéficiaires, et parfois ces personnes sont même totalement coupées du monde parce qu'il y a des glissements de terrain où les routes sont parfois impraticables. Et voilà. Et donc l'Asie derrière nous, on est arrivé à l'aéroport de San Francisco entre Noël et le Nouvel An pour faire une pause chez les cousins américains de Nicolas afin d'attendre la 4L qui allait arriver par cargo. Et ça a été aussi l'occasion pour une partie de nos familles de venir nous retrouver. Et donc avec elle, on a visité une partie de la Californie et c'était une belle pause dans notre voyage. Et enfin, on a fait nos formalités un peu laborieuses en douane pour récupérer la voiture, pour récupérer la 4L à San Francisco, et on s'est élancé sur la panaméricaine direction le sud. Et notre première rencontre aux États-Unis, c'était Pia. Donc Pia, c'est une infirmière suédoise qui vivait à New York. Et au moment, elle s'est dit, mais moi je vais me coucher tous les soirs en regardant les étoiles. C'est nul ma vie. Du coup, elle a déménagé, elle est allée en Californie. Et maintenant, elle vit dans son camion 6 mois de l'année. Et le reste des autres 6 mois, donc le reste de l'année en fin de compte, elle voyage. Et donc ça peut paraître être un mode de vie totalement hippie, mais elle nous a avoué être accro à son iPhone et être en contact très régulier avec ses enfants. Et cette rencontre, elle nous a vraiment touchés, parce que Pia, en partant, elle nous a laissé en liquide 300 $, prétextant qu'elle cherchait justement un meilleur moyen d'utiliser son argent. Et donc avec cette donation-là, on a pu soutenir un nouveau micro-entrepreneur, mais au-delà de sa donation, ce geste, alors qu'on est resté à peine 24 heures avec elle, nous a vraiment étonnés, et on en est toujours... C'est pour ça qu'on vous le raconte. Voilà. Finalement, on est arrivé au Texas. Alors là, au Texas, quand on leur disait qu'on allait au Mexique, ils nous disaient vous êtes fous, ils nous prédisaient vraiment une mort certaine au Mexique. Finalement, le premier soir, on a été accueillis à bras ouverts par des Mexicains dans un bar, et c'était une soirée... Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était une très bonne soirée, on a passé un très bon moment. Et tout ça pour dire que on a tendance à croire que le monde est dangereux, mais on n'a pas eu ce sentiment-là. On n'a pas eu peur une seule fois, même si on est resté prudent. Alors c'est difficile aussi d'établir un palmarès des meilleurs pays dans lesquels on a traversé, mais avec Nicolas, on a réfléchi, on a un peu analysé tout, et on s'est
mis d'accord pour dire que le Mexique, en tout cas, c'est là qu'on a fait le plus beau voyage. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'accueil des Mexicains qui était formidable. Et donc on a été hébergé chez des amis d'amis et vraiment c'était une super bonne entrée en la matière. On a passé un très très bon moment chez ces gens. Mais aussi pour sa gastronomie. Alors ma maman me disait qu'au Mexique on mangeait très mal, alors, mais je pense que ça a beaucoup changé parce que nous on a plutôt très bien mangé. Il y avait des avocats absolument délicieux qu'on mangeait tous les jours. Sa Corona aussi. Et sa Corona qui est la bière locale et que Nicolas aime tout particulièrement. Mais aussi pour ces villages colorés, donc là vous voyez Guanajuato, c'est vraiment un endroit magnifique et on avait une vue superbe là-bas, mais pour ces volcans aussi, on a fait une ascension d'un volcan à 4500 mètres d'altitude avec des amis et on avait une vue encore une fois superbe. On a aussi pour ces plages paradisiaques dans le sud, dans le Yucatan, il y a ce genre de plage et on en a profité. Ici. Pour ces sites culturels comme le Chichen Itza, magnifique, on en a visité beaucoup. Et aussi pour ces cénotes. Les cénotes sont des caves souterraines remplies d'eau douce dans lesquelles on peut se baigner. Et c'est un endroit incroyable. On rentre dans un trou et on arrive là-dedans et voilà, et on a pu faire des photos. Mais à ce moment-là, la voiture a décidé de faire des siennes, encore une fois. C'est-à-dire qu'elle démarrait que si on la poussait. Du coup, on était ici. Nous, avec nos connaissances en mécanique incroyables, on a diagnostiqué un démarreur défectueux et on s'est dit, ici en Colombie, il y a plein de 4L, on va la pousser pour démarrer sur toute cette distance et on changera le démarreur en Colombie. Sauf qu'à un moment, ça a pu marcher. Ici, un peu plus loin quand même, elle démarrait plus. On avait beau pousser, ça démarrait plus. Du coup, on est allé dans un garage, on s'est fait tracter. Le garagiste regarde un petit peu et il nous dit non, en fait c'est que la batterie. Donc il a changé la batterie et la voiture a démarré direct. Et donc dire qu'on a poussé pour la démarrer sur 6000 km en cherchant un démarreur de 4L, alors qu'au final il suffisait de changer la batterie, pièce qu'on trouve à tous les coins de rue dans ces pays-là. Et moi je le savais parce que vous avez compris, c'est moi qui suis super fort en mécanique, c'est intéressant. Et notre route nous a menés à Managua. Managua, c'est la capitale du Nicaragua, en Amérique centrale. Et on a rencontré une nouvelle institution de microfinance, on a rencontré Afodénic. Et on a surtout rencontré Fatima. Fatima, c'est une jeune femme qui fabrique des tortillas. La tortilla, c'est un aliment de base en Amérique centrale, c'est fabriqué à partir de la farine de maïs. Et Fatima, elle a bénéficié d'un prêt de 300 € sur 10 mois pour acheter une table de cuisson. Et avec cette table de cuisson, elle produit donc ses tortillas et elle les vend au marché l'après-midi. Donc le matin, elle fabrique sa pâte et l'après-midi, elle le vend. Elle en vend à peu près 450. Donc c'est un bon exemple du microcrédit où Fatima, elle voulait travailler mais elle n'avait pas ce capital de départ pour s'acheter sa table de cuisson. Et maintenant, elle peut rembourser facilement son prêt grâce à la vente de ses tortillas. Ensuite, on a traversé beaucoup trop vite tous ces petits pays d'Amérique centrale. Et un soir, au Honduras, on était posé dans un petit hôtel. Et le propriétaire nous a apporté la ventilation, enfin plutôt un ventilateur. Et là, on remarque qu'il avait un pistolet à la ceinture. On lui demande un peu estomaqué pourquoi. Et il nous explique que finalement, dans ces pays-là, les rues ne sont pas vraiment sûres le soir et qu'il vaut mieux s'armer. Oui, et c'est d'ailleurs au Honduras qu'on a traversé San Pedro de Sula, qui est la ville la plus dangereuse du monde pour son taux de criminalité. Alors on n'avait pas le choix, parce que la route passait vraiment par cette ville, on n'est pas resté très longtemps, et tout s'est bien passé. Mais vous avez caché ça, les parents. On a fait des campings sauvages absolument extraordinaires ici aux États-Unis. On se faisait des petites séances de cinéma dans la voiture parfois, c'est vraiment incroyable. Mais à ce moment-là, on campait dans les stations-service. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un endroit qui est sécurisé, toujours, donc on est toujours en Amérique centrale ici. C'est un endroit qui est sécurisé, il y a de la lumière, des toilettes et quand on est chanceux, du wifi. Du coup, on campait dans les stations-service, c'est pas très glamour, mais c'était déjà bien. Il faisait une chaleur humide absolument insensée, et du coup, soit on laissait la tente ouverte, alors là c'était les moustiques et la malaria, soit on fermait la tente et c'était un sauna. On a fait le sauna et on a perdu chacun 3 kilos. En une nuit. On est ensuite arrivé au Panama, donc ici. Et au Panama, on a rencontré, dans un lieu classique de rencontre de voyageurs en voiture, on a rencontré d'autres voyageurs qui voyageaient donc avec toute taille de voiture, on peut voir un Land Rover, un camion derrière. Et entre le Panama et la Colombie, aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y a pas de route. Du coup, on a dû prendre un conteneur qu'on a partagé avec des gens rencontrés sur place. Donc on a pris un conteneur pour passer du Panama à la Colombie. Voilà. Et la voiture dans son conteneur, nous, on n'a pas pris l'avion cette fois, on est monté sur un voilier. Et donc sur le voilier, c'est une croisière de 5 jours. Les 3 premiers jours de la croisière commencent donc par 3 jours de détente extrême dans l'archipel des îles les San Blas, au large du Panama.
Et donc là, notre programme, c'était très difficile. C'était soit se baigner, soit manger du poisson, soit aller à la plage. Et après ces 3 jours, on a pris donc le large. Et là, c'est devenu tout de suite un peu moins drôle pour Nicolas, puisqu'il a eu un mal de mer assez terrible, bien qu'il soit très souriant sur cette photo. Et qu'il manipule encore des bières. Et voilà, donc c'était 5 jours pour rejoindre le nord de la Colombie et la ville de Cartagena. En Colombie, comme on disait, la voiture, c'est la 4L, pardon, c'est la voiture du peuple, comme en France. Ils l'appellent d'ailleurs l'amigo fiel, c'est-à-dire l'ami fidèle. On a donc profité pour faire une grosse révision de la voiture et pour rencontrer le club de 4L de Colombie, qui nous a vraiment accueillis de manière hyper sympathique et on était vraiment comme des stars. On est même d'ailleurs allé à une fête de vieilles voitures où bien sûr la nôtre était à l'honneur. Et donc notre route nous a menés au pays suivant, en Équateur. Et on est passé donc par la capitale de l'Équateur qui s'appelle Quito. Et à Quito, c'est intéressant de raconter cet épisode puisqu'on a rencontré une nouvelle institution de microfinance. Mais cette fois, ça s'est pas aussi bien passé que prévu puisque l'institution de microfinance n'était pas suffisamment disponible pour nous. Et nous, on avait un programme qui était chargé. On devait rouler pas mal de kilomètres pour aller au Pérou. Et Quito, c'est une ville tentaculaire qui est enclavée dans une cuvette. Et les micro-entrepreneurs que nous, on avait soutenus étaient dispatchés à droite à gauche. Donc voilà, donc c'est pas très bien goupillé, on n'a pu en rencontrer que 2, mais c'est pour vous dire que c'est pas tout le temps très évident de mettre en place ces rencontres. Donc Quito, qui est une ville magnifique, typique de l'Amérique centrale, très colorée, avec des vieux bâtiments coloniaux espagnols. Ce qu'on a vraiment apprécié dans cette année de voyage, c'est qu'on était en totale autonomie et on avait une sensation de liberté incroyable. On avait tout dans cette voiture, de notre chambre à notre cuisine, à notre bureau. Et ça, vraiment, c'était vraiment une sensation de liberté qu'on aurait du mal à retrouver et qui était vraiment peut-être le plus beau de ce voyage. On a donc campé ici, par exemple, en Équateur, au lago de Quilotoa, qui est un cratère, un volcan avec un cratère qui est rempli d'eau, absolument superbe. On aimait parfois, quand on campait, se poser assez tôt dans l'après-midi pour finalement lire, faire un feu et juste profiter de l'instant présent. Mais bien sûr, pour vous écrire toutes ces newsletters, faire ces vidéos et vous raconter ce voyage, dans les villes, on allait dans les auberges de jeunesse et dans ce cas-là, on passait beaucoup de temps sur nos ordinateurs à travailler, écrire, créer des photos, monter des films, etc. Pardon. Et donc ce marché, on l'a visité dans le nord du Pérou, et donc c'était un marché magnifique. On a garé la voiture à 10 h du matin dans une petite rue sans prêter trop d'attention aux mises en garde des passants qui nous disaient que c'était dangereux. Alors on a garé la voiture, on l'a fermée à clé et on a visité ce marché. On a pris un énorme petit-déj dans cette allée là, un espèce de bar à jus magnifique, et on est resté longtemps dans ce marché à viande. Ensuite, on est allé dans la rue, on est sorti de ce marché au bout d'1 heure, on est retourné dans la rue pour récupérer notre 4L, et la surprise, il y avait un attroupement de personnes autour de la voiture. Alors, je dis surprise, mais à la fois, c'était pas tellement étonnant parce que c'est vrai que notre voiture, elle attire souvent la curiosité des gens, et on retrouve souvent des gens qui sont curieux. Mais là, on se rend compte que quelque chose cloche. Moi, j'arrive devant la porte conducteur ici, et elle est ouverte. Et donc, c'est ce qui n'arrive jamais, on laisse jamais la voiture ouverte dans la rue. Et là, on comprend rapidement, en discutant avec les gens, que quelqu'un a forcé la serrure, donc c'est très facile à faire apparemment, et a ouvert la porte pour voler des choses, mais d'autres personnes l'ont vu faire et l'ont chassé et ont finalement gardé la voiture pour nous. Donc on les a chaleureusement remerciés. On a passé une après-midi à courir de garage en serrurier pour pouvoir finalement réparer, c'est toujours la même réparation qui tient très bien. Et on s'est promis pour la suite de l'Amérique du Sud de mettre la voiture autant possible dans les parkings et d'écouter les locaux. Et on ne pouvait quitter donc, le Pérou sans visiter le mythique et magnifique Machu Picchu. Alors, je suis sûr que vous avez tous vu déjà des photos, ou peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance déjà d'y aller, mais on a tous vu des photos dans des guides de voyage ou sur Internet ou autres. Et le fait d'y être ne gâche en rien le plaisir. On est, encore une fois, comme au Taj Mahal à Agra en Inde, on est estomaqué par la beauté de ce site. Et donc on l'a visité pendant une journée. Au début, il faisait pas beau du tout, et là on a eu de la chance, les nuages se sont éclaircis. Et on l'a visité avec un ami mexicain qu'on avait rencontré sur la route et qui a eu pitié de nous et qui nous a invités dans son hôtel de luxe. On est passé d'une semaine sous tente sans douche au luxe du Marriott. Et vous voyez, ça nous a fait tout drôle, mais ça nous a pas vraiment déplu. Pas tellement. Ça allait. Et au Pérou, on a rencontré une nouvelle institution de microfinance. On a rencontré Fonde Surco. Et Fonde Surco, c'est une institution de microfinance qui est innovante puisqu'elle propose des prêts à ses bénéficiaires pour acheter des fours comme celui-là ou des chauffe-eau solaires. Et donc on a rencontré Sulka. Sulka, c'est une femme qui vit seule et qui a transformé sa maison en une petite auberge. Donc on dit une petite auberge parce qu'elle a 2 chambres avec 2 lits, donc elle peut recevoir 4 clients.
et elle a souscrit un prêt de 500 € auprès de Fondé-Surco sur 1 an pour acheter un chauffe-eau solaire. Donc le chauffe-eau solaire, vous le voyez en bas, c'est donc une machine qui se place sur le toit de la maison et qui, avec les rayons du soleil, chauffe l'eau. Et grâce à ça, elle peut proposer des douches chaudes à ses clients, et maintenant que son auberge est plus luxueuse, entre guillemets, son chiffre d'affaires a augmenté et elle peut aisément rembourser son prêt. Donc c'était des rencontres très intéressantes au Pérou. Et je précise que Sulca, son auberge, elle est dans le canyon del Pato au Pérou, et c'est une région qui est très fraîche. Et donc c'était intéressant d'avoir des douches chaudes pour ses clients. Et là, encore une fois, on arrive en Bolivie. Et donc le premier soir en Bolivie, on entend de la musique comme au Mexique, donc on rentre. Et là, on tombe dans une sorte d'énorme fête de village. Et une nouvelle fois, on a été estomaqué par l'accueil de ces gens, la gentillesse et la joie de vivre au cours de ce moment d'échange assez incroyable. Attention dossier. Alors, c'est bon ? Et la Bolivie, c'était synonyme aussi de difficulté pour la voiture. C'est un pays, Nicolas remonte où c'est dans la cordillère des Andes, c'est sur Altiplano, et donc là c'est à Potosí, dans la ville la plus haute du monde, c'est à plus de 4500 mètres d'altitude. Et parfois, à cette altitude, il y a moins d'oxygène, et donc le moteur perdait en puissance. Et donc parfois on s'est retrouvé bloqué comme ici, et heureusement qu'il y avait des locaux qui pouvaient venir nous tirer d'affaire. C'était le cas aussi dans ce désert bolivien, où Nicolas a fait une sortie de route et on a dû s'en sortir grâce à un Bolivien qui est passé et qui a pu nous tirer. Donc, alors que la voiture repoussait ses limites, on a décidé d'en faire autant, pourquoi pas nous aussi, hein, et on est monté en haut du Huayna Potosí, ici, à 6088 mètres d'altitude. Et donc ça fait quand même 1500 mètres de plus que le Mont Blanc. Merci. Du coup, on est parti le matin, on est parti dans la minuit avec notre lampe frontale pour faire l'ascension de nuit, et on est arrivé au lever du soleil en haut du sommet, et la vue et le lever du soleil en haut du sommet, c'était vraiment incroyable. On a eu un peu le mal des montagnes, mais on s'en est pas trop mal sorti. Voilà, pour le sommet. Là, c'est une photo très impressionnante, c'est sur la route de la mort. Mais bon, la route de la mort, je vous rassure tout de suite, ça relève maintenant plus d'une attraction touristique, puisqu'il y a une route moderne qui a été construite un peu au-dessus, et c'est plus très emprunté. Mais bon, ça nous a amusé de la descendre, et peut-être qu'on était en manque de sensations fortes après ce sommet à signer. On a eu aussi l'immense chance de conduire dans le Salar de Uyuni en Bolivie, qui est ici. C'est un immense désert de sel, où on peut conduire des heures sans rien apercevoir à l'horizon. C'est-à-dire qu'on peut même conduire les yeux fermés ou conduire en dormant. C'est vraiment une sensation qui est très drôle. C'est plus en fait de la navigation que de la conduite. On se repérait avec des points GPS et presque une boussole. Par contre, donc on sait qu'on a fait Mathieu a fait des super photos de nuit, mais c'était beaucoup moins amusant pour lui parce que le soir, la température chutait à moins 15 degrés. Et du coup, Mathieu dehors prenait les photos en grelottant. Donc encore une fois, une belle photo des étoiles, mais il faisait moins 15 degrés. Il faut quand même souligner que moins 15 degrés, nos duvets, achetés à Decathlon avant le départ, ont une température de confort de 14 degrés au-dessus de zéro. Donc on a eu un peu froid. Et on a continué d'avoir froid en Argentine, mais là on s'est acheté des couvertures. Et l'Argentine c'était rigolo parce que Nicolas il était guidé uniquement par une seule chose, c'était le repas du soir. Il m'en parlait tout le temps. Et donc on a, qui dit Argentine dit viande rouge et bon vin rouge. Et donc on s'est régalé et on a mangé de la viande 2 à 3 fois par jour parce que parfois on se faisait dégoûter. On a fait des barbecues vraiment tout le temps. Et c'est vraiment le bon pays pour le faire parce que la viande n'est pas chère et la viande est excellente. Donc on est allé dans le nord de l'Argentine, on n'est pas descendu tout en bas par manque de temps, et parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. On arrive au Brésil. Donc au Brésil, on a fait un stop aux chutes d'Iguazu, donc il y a ici un site naturel absolument exceptionnel. Mais notre visite a été un peu gâchée parce qu'on a eu un appel de la compagnie maritime, parce qu'on devait reprendre un cargo donc ici à Rio, de Rio à Dakar. Et en fait, notre compagnie nous a appelé pour nous dire que le cargo a été annulé et qu'on avait été avancé de 15 jours. Donc on a été placé sur un cargo qui était beaucoup plus tôt. Du coup, ça chamboulait tout notre programme. On devait être au plus tôt à Rio, donc ici, on était là à Iguazu, on devait être ici le plus tôt à Rio pour faire dédouaner la voiture pour pouvoir aller en Afrique et rentrer à l'heure à la maison. Et du coup, on a dû faire les 1400 km qui séparaient les deux villes en 18 heures, en dormant quelques heures sur une station d'autoroute. C'était vraiment notre go fast à nous. Et donc après ces formalités douanières fastidieuses et peu intéressantes qu'on ne vous racontera pas en détail, on a pu profiter de la Coupe du Monde parce qu'on est arrivé pile poil au bon moment.
Et la Coupe du Monde, malgré les protestations légitimes dont on a tous entendu parler par les médias, et nous on l'a un peu vu aussi sur place, ces protestations on les a pas tellement senties une fois que le coup d'envoi avait été lancé, puisque l'ambiance sur la plage de Copacabana à Rio était électrique les jours de match. Donc là vous nous voyez sur la plage de Copacabana le jour de l'ouverture, et il y avait des écrans géants. On n'a pas assisté à de match, mais on a pu regarder la France ou d'autres équipes en direct. Rio de Janeiro, c'est vraiment une ville incroyable. Je pense que c'est notre ville préférée. C'est une ville où il y a une nature luxuriante à quelques kilomètres du centre-ville, donc ça change des pigeons à Paris, ça. Il y a des points de vue absolument à couper le souffle sur la ville. Donc ça, c'est une photo prise au coucher du soleil en haut du Corcovado. C'était Corcovado. Donc c'est vraiment une superbe ville, et vraiment avec ces énormes plages, il y a vraiment une ambiance singulière. C'est une ville vraiment incroyable, Rio de Janeiro. Et donc notre route donc de Rio, on a pris ce bateau, ce porte-conteneur, pour traverser l'Atlantique, et cette fois on l'a traversé avec la 4L. Donc on est monté sur le bateau avec la voiture. La voiture était attachée dans les câbles du bateau. Et donc c'était une expérience formidable. On est resté 2 semaines sur ce bateau, et on a pu voir comment fonctionnaient les ports, voir comment fonctionnait un bateau, et c'était génial d'être aux premières loges du monde de l'import-export, et on a vraiment adoré. Bon, après, sur un cargo de cette nature, on était les seuls passagers. Les derniers passagers qu'ils avaient eus, nous ont-ils dit, dataient d'il y a plus d'1 an. Donc voilà, donc on a essayé de s'occuper. Et c'était pas un problème pour s'occuper, parce qu'il y avait une salle de sport. Du coup, le matin, on faisait du ping-pong, et je mettais ça raclé à Mathieu tous les matins. J'ai gagné 12 fois. J'ai gagné 1 fois. Et après, on courait un peu sur un tapis roulant, faire un peu de footing. Et le soir, on travaillait. Donc Mathieu sur les vidéos, moi sur l'écriture. Et après, on se relayait. Donc entre l'écriture et la lecture, on n'a pas perdu, on ne s'est pas ennuyé finalement. Et on avait même une petite piscine derrière le cargo, donc c'était assez improbable. C'était royal. Et donc un petit matin, on s'est réveillé au port de Dakar, au Sénégal, après 12 jours de mer. Puisqu'il y avait eu des stops un peu au Brésil avant, mais en tout on est resté 15 jours sur le bateau. Et donc on s'est retrouvé à Dakar dans une ambiance africaine très dépaysante, mais d'un autre côté on commençait à sentir qu'on se rapprochait de la France, puisqu'on avait retrouvé donc la langue française, on avait retrouvé des voitures qu'on connaissait. Là on voit des taxis Peugeot et des marques françaises comme Carrefour, etc. Donc on sentait quand même que notre route nous menait tout doucement vers l'Europe. Mais on est resté quand même dans un environnement très dépaysant, où là on était dans un petit village de la campagne sénégalaise. Dans le nord du Sénégal, ici, on a rencontré une nouvelle institution de microfinance qui s'appelle MEC Delta. On a été super bien reçus parce qu'on a même dormi sur le toit de l'institution de microfinance ici. Et ce qui nous a vraiment plu dans cette IMF, c'est que les gens qui travaillent, les employés des agents de crédit, ils viennent de la région, ils sont partis à Dakar faire leurs études, et ils reviennent travailler dans cette région pour aider au développement et pour que cette région vraiment s'enrichisse. Ça, c'était une belle rencontre. Ça, c'est toujours donc, au Sénégal, dans ce village, où vu qu'on a dormi dans le village, on a pu échanger avec les habitants et prendre des photos comme ça, qui c'est pas évident quand on n'a pas de lien. S'il n'y avait pas cette partie microcrédit, on aurait eu du mal à prendre des photos de gens comme ça. Et donc dans cette région du Sénégal, c'est une région qui est très fertile, où les terres sont très agricoles le long du fleuve Sénégal. Et donc la riziculture est très importante. Et donc à cet égard, on a rencontré Bassirou. Bassirou, c'est un micro-entrepreneur qui donc a bénéficié d'un prêt de MEC Delta. Il a bénéficié de 230 € sur 10 mois. Et il transforme des stocks de riz brut en son de riz. Et le son de riz, il est utilisé pour nourrir des animaux. Donc il revend le son de riz à des éleveurs sur le marché. Et donc c'était une très bonne rencontre. Il a utilisé son prêt pour acheter plus de stocks de riz pour les transformer, et pour acheter du matériel pour entretenir ses machines. On a ensuite traversé la Mauritanie, ici. On a traversé la Mauritanie sans trop s'y attarder. La Mauritanie, c'est globalement beaucoup de désert et beaucoup de checkpoints militaires. On ne s'est pas ressenti vraiment en insécurité dans ce pays, malgré ce qu'on nous avait dit avant. Mais par contre, le vrai risque en Mauritanie, c'est de taper un facochère. On l'a évité. Par contre, on a parlé donc, à beaucoup de guides qui nous ont dit que le calme était revenu et pas encore les touristes. Et ça, par contre, ça en revanche, ça les désespère. Donc on a traversé la Mauritanie, on a traversé le Sahara occidental, qui est un désert au sud du Maroc, pour arriver jusqu'au nord du Maroc, à Marrakech. Donc là c'est une photo de la place très connue, la place Djemna El Fna, à Marrakech. Mais on a rapidement fui en fait ces lieux très touristiques, parce qu'on s'est senti un peu comme des portefeuilles sur pattes. On était très agressés par les vendeurs de rue. Moi je me suis ouvert 2 fois mon sac à dos, ce qui n'était pas arrivé avant. Donc on a fui Marrakech, et on est allé découvrir le vrai Maroc,
les vraies routes de montagne et les magnifiques bivouacs qu'on a pu faire au détour d'une route, mais aussi dans la campagne les casbahs magnifiques dans lesquels on déambule et on peut tomber sur ce genre de scènes qu'on a pu immortaliser et qui étaient étonnantes. On a aussi, donc on est tombé en plein Ramadan au Maroc et on a été invité par les Marocains à partager la coupure. Donc c'est le moment à la fin de la journée quand le soleil se couche où ils peuvent remanger après leur journée de jeûne. Et donc c'était vraiment un moment très agréable. La nourriture était très bonne et on peut vous dire que l'hospitalité marocaine n'est pas une légende. Ça a été l'occasion aussi de rencontrer une dernière institution de microfinance dans le nord du Maroc. Et encore une fois, comme au Sénégal, on a été très agréablement surpris de voir que les gens qui travaillent pour ces institutions de microfinance sont des gens qui sont issus de la région pour laquelle ils œuvrent et qui ont fait leurs études à Tanger ou dans des villes modernes pour revenir après dans leur campagne afin d'essayer de la développer. On a notamment rencontré Amafou. Donc Amafou, c'est un menuisier qui habite à Ouedzem au Maroc. Il a utilisé son microcrédit pour acheter des matières premières, c'est-à-dire du bois, de la colle et du vernis. Donc les clients d'Amafou viennent le voir et lui montrent, des meubles dans des magazines comme des magazines d'Ikea par exemple ou de Conforama, et Amafou les reproduit à l'unité et leur vend. Et grâce au profit, il peut donc rembourser déjà son emprunt et faire vivre sa famille. Ses enfants vont à l'école et il avait l'air très heureux, ce monsieur Amafou. Et ce qu'on pensait impensable au départ est arrivé, c'est-à-dire qu'on a traversé le détroit de Gibraltar, on a fait un crochet par le Portugal, on est remonté en Espagne, et on a traversé la frontière française par le Pays Basque, et on a fait le tour de France de nos partenaires. Donc on a commencé par aller à Lyon, rencontrer la carrosserie Prévost qui nous a préparé la voiture. On a rencontré un deuxième partenaire, un partenaire matériel cette fois, qui nous a soutenu matériellement en nous donnant des vêtements. Donc ici c'est Aigle qui nous a donné donc, des parkas, des shorts, des polos, des chaussures de marche. Pas celle-ci. Et enfin on a rencontré Babylone, notre partenaire microcrédit. Et on a pu enfin rencontrer Élise. Élise, c'est la personne à qui on a échangé des mails toute l'année pour organiser les rencontres de microcrédit sur notre route. Et d'ailleurs ici dans la salle, Je l'ai pas vu, non. Après un passage donc bien sûr obligé à Paris, on franchissait la ligne d'arrivée le 1er août à 18 h, accueillis par une cinquantaine de proches. Là, quelle surprise, ils étaient déguisés. Donc désolé les parents, mais c'est obligé. Il y avait les parents de Mathieu déguisés et mes parents aussi déguisés. C'était un moment qui était très fort en émotion, qui est assez difficile à décrire, mais c'était vraiment un moment super. Et ça a suivi un week-end incroyable. Absolument. Alors voilà, pour résumer, le microcrédit, c'est un apport de capital pour des personnes qui sont exclues du système bancaire classique que l'on connaît tous. Les organismes qui leur prêtent des fonds s'appellent des institutions de microfinance et qui, elles, sont financées le plus souvent par des organisations occidentales. Absolument. Ce qui est très important dans le microcrédit, en fait, c'est l'accompagnement du bénéficiaire. Pour des personnes très pauvres et qui sont vraiment à la marge, comme en Inde ou en Asie du Sud-Est, l'accompagnement, ça se manifeste, comme on vous l'a montré, par des formations qui sont obligatoires et poussées, qui sont adaptées vraiment à ces personnes-là. Par contre, en Amérique du Sud, on a constaté que pour des personnes qui ont plus l'habitude de gérer un commerce ou gérer un business, c'est de simples rendez-vous au cours du prêt, savoir si tout se passe bien et si la personne a besoin de conseils. Mais ce qui est important, c'est l'accompagnement qui est bien sûr adapté. Et donc il existe une diversité énorme d'organisations, mais les institutions de microfinance que nous avons soutenues pratiquaient un microcrédit solidaire, et donc les problèmes étaient assez peu nombreux. La grande question, c'est alors, est-ce que ça marche? On va vous répondre. Enfin, de notre point de vue, si jamais il y a dans un premier temps la sélection du bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il y a les agents de crédit vont sur le terrain pour voir la personne qui demande le microcrédit. Ils font une enquête de moralité auprès des voisins, ils regardent ils calculent des capacités de remboursement par rapport aux revenus du business, ils regardent si la personne n'est pas déjà endettée pour éviter la spirale du surendettement. S'il y a cette première partie-là et derrière l'accompagnement qui est soit poussé, soit léger en fonction des personnes, alors oui, dans ce cas-là, ça marche, oui, ça fait de belles histoires et oui, le microcrédit est un superbe moyen de développement. Et donc on a prêté 25 000 € à 150 micro-entrepreneurs, on a eu l'occasion d'en rencontrer 50, on n'avait pas le temps de tous les voir.
Et donc ça a effectivement bien marché, et on espère que vous avez pu suivre les portraits des micro-entrepreneurs qu'on a essayé de diffuser sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, afin que vous puissiez suivre leurs histoires. Enfin, on est ravis et très fiers et contents que le Conseil des collégiens, donc soutenu par la Seine-Maritime, soutienne des micro-entrepreneurs grâce à notre projet. On a fait découvrir le microcrédit, et donc on espère que cette initiative du Conseil des collégiens va perdurer, parce que c'est vraiment une superbe chose. Donc en chiffres, le résumé de notre voyage, c'est qu'on a fait un tour du monde de 50 843 km à travers 40 pays et 5 continents. Il nous a manqué donc l'Océanie et l'Antarctique. On ira peut-être y faire un tour un jour, je ne sais pas. Et on a envoyé la 4L 4 fois par cargo. On a cassé 8 pneus, on a eu 2 pannes d'essence à chaque fois à 500 mètres d'une station d'essence. On a eu 3 pannes sévères, on a fait 1000 km à moto. Pardon. Et on a donc prêté, je le disais, 25 000 € à 150 personnes à travers 9 institutions de microfinance dans 8 pays. Au Cambodge, on a rencontré 2 institutions de microfinance. On a transpiré par 48 degrés à Dubaï, on a grelotté par moins 15 en Bolivie. On a eu 0 maladie et on est passé 70 fois dans les médias. On a fait plus de 30 000 photos, on s'est hissé à 6088 mètres d'altitude au sommet du Huayna Potosi, vous l'avez vu tout à l'heure. Et on est très fiers, si on ne compte pas la Bosnie-Herzégovine, on est très fiers d'avoir eu aucun vol. Bon. Vas-y, c'est bon. Attention. Ouais. Finalement, ce qu'on s'est vraiment rendu compte, et on a été agréablement surpris de croiser quasiment tout le temps des gens qui sont sympas, accueillants et qui ont une joie de vivre absolument, absolument énorme. Et quand on allume sa radio ou sa télé, on a l'impression que le monde est en guerre, qu'il est dangereux, qu'il ne faut pas sortir de France. Mais s'il y a bien qu'une seule chose à retenir cet après-midi, c'est que nous, on n'a pas eu ce sentiment-là et qu'il faut sortir, il faut aller voir le monde. On espère qu'on a pu vous faire voyager un peu par procuration cette année derrière vos écrans. On espère surtout qu'on a pu vous sensibiliser, vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains le microcrédit, et qu'on vous ait donné peut-être l'envie à votre tour de soutenir un micro-entrepreneur avec Babylone par exemple. Je leur fais un petit clin d'œil parce qu'ils sont présents dans la salle et ils ont des badges, et si vous voulez les voir pour vous adresser directement à eux, n'hésitez pas, ils sont disponibles. Bien sûr, un tel projet n'est pas réalisable tout seul, à deux on n'aurait rien fait. Du coup, merci à la Seine-Maritime d'avoir organisé cette cérémonie. Merci au dispositif Java, donc, comme le disait M. Rouly de la Seine-Maritime, de nous avoir soutenus. On a bénéficié de ce dispositif qui aide tous les ans plusieurs groupes de cénomarins. Merci au dispositif Java. Donc. Merci aussi à la carrosserie garage Prévost. Il nous a dit que sans lui, on n'aurait pu faire que 100 km avec notre joint de culasse. Donc, merci à lui de nous l'avoir changé. Merci à l'Agence française de développement. Et merci à la Bred. La Bred qui nous a soutenus financièrement également. Merci à Babylone, encore une fois, notre partenaire microcrédit. Merci à Entrepreneurs du Monde, avec qui on a travaillé sur toutes les institutions de microfinance en Asie. Merci à Kenzo Naito qui a réalisé cette présentation et avec qui on va continuer de collaborer sur nos projets futurs. Merci à nos amis, à nos familles, à nos partenaires, qu'ils soient financiers, moraux, médiatiques et matériels. Nos amis, nos familles, je le disais, pour leur soutien indéfectible. Et merci aussi également à nos parents qui sont les premiers responsables de cette aventure. Merci à tous les particuliers qui nous ont soutenus. Chaque bout nous a vraiment énormément touchés. Sans vous, on aurait pu faire peut-être qu'un tour de la Normandie, et encore. Et du coup, merci. Vraiment, on ne pourra jamais assez vous remercier de nous avoir permis de vivre une aventure comme celle-ci. Merci aussi pour tous ces micro-entrepreneurs qui, grâce à vous, grâce à nos donations, ont pu avoir un nouveau souffle dans leur activité et des perspectives plus claires. Et enfin, une chaleureuse pensée à tous ces inconnus qui, sur notre route, nous ont nourris, logés, hébergés, c'est pareil, nous nourris, logés, tractés, aidés de n'importe quelle façon que ce soit. C'est bon ? Merci. Donc vous l'aurez compris, non, on va arrêter le remerciement. Vous l'aurez compris, on a vécu une aventure extraordinaire, on a vécu vraiment l'expérience d'une vie, et l'aventure est loin d'être terminée parce que on repart. Non, je rigole. On va d'abord commencer par écrire et publier un livre photo et réaliser par la suite un film. On vous tiendra très au courant de l'avancement de ces différents projets via notre newsletter et sur notre site internet et sur Facebook.
Et une dernière chose, on espère que ce grand voyage inspirera d'autres aventures, comme nous-mêmes, avant de partir. On a été inspirés par d'autres grands voyages, donc je m'adresse surtout ici aux plus jeunes d'entre vous. Si vous avez une idée, une envie, allez-y, lancez-vous, ça vaut vraiment 1000 fois le coup. Merci à tous. Merci.